Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette démonstration de colorisation que Nico nous fait le plaisir de réaliser. Salut. Nico qui est donc, pour le présenter rapidement, je me permets de parler à ta place. Parle à ma place. Très bien. Membre du collectif lescomics.fr, également vidéaste sur YouTube. Tu parles principalement de processus créatif en termes de dessin. C'est ça, en fait, je prends un personnage et j'explique comment est-ce qu'il a été designé, c'est-à-dire créé, non pas dessiné, mais comment le gars, il avait une feuille blanche, il savait qu'il devait avoir, par exemple, Iron Man, Black Panther, mais il ne savait pas du tout à quoi il devait ressembler, et quel a été son cheminement. Très intéressant, je t'ai invité cordialement à aller voir ce qu'il fait. Et en parallèle à ça, donc, tu dessines. Tu as participé, on peut le dire, en octobre dernier au concours Jeunes Talents organisé par la Paris Comic Con, concours que tu as remporté, avec notamment dans le jury de finale un scénariste américain, Brian Michael Bendis, et autres. Donc c'était un jury de professionnels qui a déterminé que son dessin était le plus pertinent, le plus beau. C'est très français, mais voilà. C'est ça. Et du coup, le procédé de colorisation, tu vas nous l'expliquer un petit peu aujourd'hui au travers de ce dessin. L'idée, c'était de faire quelque chose d'un petit peu interactif et participatif, donc de vous mettre à contribution, c'est aussi l'intérêt de la chose. C'est-à-dire qu'on part du dessin en version ancrée, qui est donc le dessin en noir et blanc, et on va y ajouter de la couleur. Sauf que Nico va nous faire choisir quelle couleur, où, comment, pourquoi peut-être. C'est ça, en fait l'idée c'est de faire une colorisation de l'illustration participative. C'est-à-dire qu'on va décider ensemble quelle couleur on lui met. Moi je vais en profiter pour vous montrer comment moi je fais la mise en couleur d'un dessin. C'est-à-dire que chaque dessinateur a une manière différente. On n'a pas forcément une qui est meilleure que l'autre. Je vais juste montrer la mienne. Et ensuite on va décider ensemble quelle couleur on va faire. Et la petite surprise, c'est que ce dessin-là a été utilisé tout récemment au début du mois de mai pour un événement qui est le Free Comic Book Day. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail. Et c'est donc un dessin qui a déjà été colorisé. On vous montrera, une fois que vous aurez fini de colorier tous ensemble ce dessin, la version que Nico du coup avait réalisée lui pour cette affiche. Et ça sera justement l'occasion de voir s'il y a eu des choix différents ou si vous êtes parti sur quelque chose de complètement opposé ou au contraire quelque chose d'assez proche. Voilà, ce sera la petite surprise finale. Bon, vous êtes prêts? Ouais. Bon alors, la première chose que je vais vous montrer, c'est comment moi je travaille. Donc c'est-à-dire que une des manières traditionnelles qu'on peut faire pour ancrer pour coloriser un dessin qui est ancré, c'est tout simplement en fait retravailler la couleur directement dessus, comme ça par exemple. Si on veut prendre notre couleur rouge, on veut que tout ça ce soit rouge, on choisit déjà la bonne couleur. Hop. Et en fait, on change avec ça qui permet de changer les particularités de notre calque. Donc hop. Et donc voilà, après on a toutes les spécificités de l'encre de Chine. On garde le noir, on garde le gris, mais on y rajoute de la couleur. Moi je veux pas ça. Hop. Moi en fait je veux qu'il n'y ait pas de noir, parce que c'est une manière que j'ai de travailler. Et je veux que tout le noir devienne un petit peu bleu. Donc en fait la manière dont je travaille, c'est que cette fois je vais prendre un gris. Hop, et je vais faire en sorte qu'il n'y ait plus de blanc sur l'image. On a le gardien de la galaxie qui se met derrière. Yeah. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais choisir ma couleur bleue, qui sera ma couleur la plus foncée de l'illustration. Hop. Et que je vais mettre en calque exclusion. Et en fait la particularité c'est que justement maintenant on n'a plus de noir, on n'a que du bleu. Et quand je vais prendre ma couleur rouge par exemple, hop, il va y avoir une teinte générale sur toute l'illustration. Ça va permettre, moi, d'unifier l'illustration pour avoir un résultat homogène. Ça permet de donner une ambiance générale. C'est une technique que j'ai trouvée et que, personnellement, j'adore. Ouais. Moi,
j'y vois très moche, un peu du bleu. C'est quoi le mode pour le calque bleu? Ouais, alors faut pas hésiter à m'interrompre comme ça, surtout qu'en plus c'est beaucoup plus petit que d'habitude. Ouais, je vais peut-être me rapprocher un peu du bleu. Alors la question que monsieur a posée, comme du coup j'ai pas eu le temps de donner le micro et qu'on puisse l'entendre avec des gens qui regarderont la diffusion, tu as utilisé pour les deux calques, mais notamment pour le calque bleu en premier, des modes d'incrustation liés à Photoshop. Et donc du coup monsieur demandait quel était le mode utilisé pour le calque de la couleur bleue. Alors le calque de la couleur bleue, c'est le mode exclusion. Ah, ok. Et le calque de la couleur, là c'était du rouge, c'est incrustation. En fait, incrustation, ça permet que, par exemple, si on a du gris, je fais une couleur rouge, le calque incrustation va comprendre que le gris doit se transformer en rouge. Et au fur et à mesure, plus la couleur est foncée, plus le rouge s'est foncé, plus la couleur est claire, plus le rouge s'acclame. Donc ça permet en fait de suivre les teintes du dessin. Et je vais poser une question pour l'arrière-plan. Comme tu as écrasé le gris avec l'ancrage, comment il est géré ça par ton imprimeur par exemple? Ça dépend en fait. En règle générale, je travaille directement en CMJN. Ouais. Là, on va être que sur du numérique, donc c'est du RVB. Ouais. Mais après, ça dépend. Ok. Donc, CMJN et RVB, pour ceux qui n'ont pas la couleur comme moi, ce sont des modes de définition de couleur. C'est ça, tu m'arrêtes si je me trompe, Nico? C'est ça en fait. Quand on travaille la couleur pour Internet ou pour l'impression, c'est des réglages. Faut pas avoir les mêmes réglages. Parce que sinon, l'impression sera moche en fait, tout simplement. RVB, de mémoire, c'est rouge, vert, bleu. Ouais, c'est rouge, vert, bleu. SMGN, c'est cyan, magenta, jaune et noir. Jaune et noir. Et voilà. Je sais jamais. Camoulox. C'est bon, on y arrive. Alors, on va commencer à s'amuser. Donc là, je le remets en incrustation comme je disais. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une couleur pour le fond et une couleur pour le personnage. Est-ce que ça vous va? Ok, donc plus fort quand même. Est-ce que ça vous va? Ah voilà. Alors, qu'est-ce que vous voulez comme couleur pour le fond? Dites-moi, est-ce que vous avez des idées? Petit orange. Un petit orange? Ah, c'est bien, orange. Orange? Allez. Allez, on part sur Cool guys, never look at explosion. Allez. On part sur du orange. La couleur détestée de Nico. Tant pis, hein, c'est une couleur participative. Est-ce que ça vous va comme couleur? Ça a l'air bien. Je sais pas si vous voyez très bien en fonction de... Voilà. Alors, est-ce que vous voulez qu'on mette une nouvelle couleur pour le personnage? Ou alors une nouvelle couleur pour le fond? Pour le personnage ici? Personnage. C'est bien, on est tous raccords déjà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se décider? Là, on a une couleur ici. Vous avez quoi? Alors, mademoiselle. Alors, qu'est-ce qu'on a comme couleur ici? Violet. Violet? Ah, moi j'aime bien le violet, donc c'est pas mal. Ouais, tu vas te faire un copain là. Effectivement, Nico est assez fan de la couleur violette. Ça vous va, violet? Ouais, c'est bon. Allez, va pour violet. Allez. En plus, c'est bien, on a un public qui est pas difficile. Ouais. Si vous avez d'autres idées, hein, ou pire, on peut voter. Hein. Y a On est pas en de... démocratie. Et pareil, Comment? si vous avez des On est en questions, démocratie. C'est ça. si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou demandez le micro, je vous donne le micro et vous posez votre question. Nico sera ravi de vous répondre. Alors, est-ce qu'on se prend cette couleur-là ou on fait un petit peu plus foncé, ou un petit peu plus rose, ou un petit peu plus bleu? Ça va être directement sur les zones vides ou sur l'ancrage? Ça va aller sur l'ancrage. En fait, je vais remplacer directement sur le même calque le orange. Là, par exemple, on va pouvoir tester. Là, ça donne ça. Alors, je vais essayer de... Voilà. On va voir ce qu'on va pouvoir faire sinon. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais coloriser tout le Cthulhu directement en violet. Et ensuite, on va retoucher directement la couleur violette. Comme ça, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas forcément à choisir la bonne couleur directement. On se fait des couleurs, comme ça, un petit peu même au pifomètre. Et après, on retouche en fonction du feeling qu'on a. Comme ça, pas de pression. Et la retouche permet de changer intégralement de couleur. Si par exemple on s'aperçoit qu'en fait le violet ça marche pas du tout et qu'on veut passer sur un vert, le processus sera exactement le même. C'est ça. Hop, bon, c'est un peu le moment... C'est ça. Ouais. C'est là qu'on se rappelle nos colorisations de 5e et nos cours d'art plastique. Donc, vous voyez les enfants, quand on vous dit à l'école il ne faut pas dépasser le coloriage, il y a une raison. C'est pour que quand plus tard vous serez dessinateur, vous arriverez à colorier sans dépasser. Ouais. Fais gaffe, hein, parce que pour l'instant,
Pas sûr que je dépasse pas. Oh, la pression est intense. La pression est sur toi, moi ça va. Non, tu travailles pas à 100% d'opacité pour ta brosse. C'est pour te laisser un peu de marge. Ouais, et puis c'est un peu comme pour retrouver la sensation du dessin manuel. C'est-à-dire que quand tu dessines traditionnellement, tu t'appuies plus, tu fais du délié, du machin. C'est beaucoup plus naturel. Ça permet aussi que, par exemple, si là je veux que ce soit plus clair, attends. Hop. Là, si je veux que ce soit plus clair, en fait, je peux. Je peux faire des dégradés comme ça en fonction de la pression du crayon. L'important, en fait, c'est de trouver la manière la plus naturelle à chacun. Moi, à la base, je viens du dessin vraiment traditionnel. Et j'ai eu du mal à me mettre justement au digital parce que, déjà, la tablette, ne pas regarder où est-ce qu'on dessine, c'est un truc qui, au début... Ah, mon cerveau part en vrille. T'étais plus un illustrateur acrylique ou aquarelle ou, Alors, moi, à la base, je suis surtout encre de Chine, en noir et blanc. Et ensuite, j'ai fait beaucoup d'aquarelle et d'acrylique. Ah ouais. Et ensuite, j'ai trouvé les encres de couleur. Ouais. Donc, les encres couleur, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu comme de l'aquarelle, sauf que c'est beaucoup plus pétant. C'est-à-dire que les couleurs sont énormément saturées. C'est un mélange entre de l'encre de Chine et de l'aquarelle. Si vous souhaitez, j'ai mon book avec justement les noirs et blancs et il y a quelques dessins, notamment un samouraï où il y a de l'encre de Chine, il y a de l'encre de couleur dessus. Petite cache. C'est ça, si vous voulez vous balader, n'hésitez pas. Alors, maintenant on a notre violet. Donc ce qu'on va pouvoir faire... Déjà, est-ce qu'on valide ce violet? Ou est-ce que... Ouais, ça vous va? Ah, il est bien. C'est un violet qui vous va. Bon, Ouais. c'est pas un violet qui va. Attendez, je veux juste montrer comment on fait pour le bouger. En fait, on sélectionne les bleus là. Et on va pouvoir comme ça. Pourquoi les bleus? Les bleus, c'est-à-dire que ça va détecter surtout certaines couleurs en fait. Le rouge, le jaune, le vert, le cyan, le bleu, le magenta. Et en fait, chaque couleur contient... chaque couleur a un certain degré, un certain niveau de ces couleurs-là. Et là, le violet, bah, c'est du mélange de base, c'est du bleu et du rouge. Et donc en fait, on va retoucher le bleu parce que c'est la couleur la plus dominante ici. Donc si par exemple on veut que ce soit plus rose, ou si on veut que ce soit plus bleu, et ça nous permet notamment, par exemple, si on veut donner du relief dans le dessin, on va prendre les bleus, on va la saturer, machin, et on va prendre les rouges, qui sont aussi compris dans le dessin, et hop, on peut retoucher. Est-ce que vous voyez des couleurs qui vous plaisent, ou alors est-ce qu'on reste comme on était? Le jaune, c'était cool, là. Jaune? Jaune pour la plan, ça va tout le monde? C'est pas mal le jaune, puissant. Le jaune, c'est... Le jaune c'est bien. Vous voulez qu'on vote pour le jaune? Oui. Ouais. Alors, qui est pour le jaune? Ouais. Ouais. C'est relativement unanime. Hein. Ah. Et qui n'est pas pour le jaune? Ah, je suis désolé, c'est le jaune qui l'emporte. Vous aurez votre revanche sur les couleurs d'après, vous inquiétez pas. Ouais. Ah. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, dans le terme de comparaison entre une colorisation numérique, comme ce que tu es en train de faire là, et une colorisation traditionnelle. On a justement une marge de manœuvre beaucoup plus importante et beaucoup plus rapide sur justement le choix des couleurs et le fait de pouvoir changer. C'est ça, parce qu'en fait, par exemple, avant quand je faisais de la peinture, etc., si par exemple je vais retrouver le rose que j'ai ici, et je veux le mettre ici par exemple, il va falloir que je refasse mes mélanges, que je compare, etc. C'est un peu galère et tout ça. Alors que là, tout ce que j'ai à faire, c'est ceci. Et attention, c'est très compliqué, très technique. C'est il faut appuyer sur le bouton Alt. Voilà, le plus dur est fait. Et voilà. Et là, en fait, c'est un gain de temps et un gain de facilité énorme. Et quand on est dessinateur, on n'est pas contre un gain de temps et un gain de facilité, puisque ce sont des choses qui prennent du temps. Et toutes les manipulations et procédés qui permettent de faire gagner du temps, ça permet de pouvoir terminer son travail plus vite, et donc de pouvoir le livrer plus vite, et donc d'être sûr d'être dans les temps sans avoir à dessiner jour et nuit pour être sûr d'être à l'heure. C'est ça. Parce qu'on est... et
particulièrement dans l'industrie du comics, ce sont comment dire, des méthodes de fabrication et de mise en place qui sont hyper rodées, hyper carrées, et c'est impensable et impossible pour un dessinateur, à partir du moment où il a tant de pages à livrer pour tel jour, c'est pas possible pour lui d'être en retard, parce que ça décale derrière tout ce qui va être relecture, mise en page, impression et donc sortie. Sauf qu'on ne peut pas décaler une sortie, et quand un comics sort à rythme mensuel, voire bimensuel aux États-Unis, ça laisse très peu de place à justement et l'improvisation et se dire c'est bon, j'ai le temps. Ça, en fait, il faut être dans l'efficacité. Exactement. Ça fait combien de temps que tu es dans l'industrie du comics? Moi, depuis 0 année. 0 année, c'est pas toi qui es. Je ne suis pas encore. Un jour peut-être, on n'en doutera pas. Après, tu n'y es pas encore, mais alors là du coup tu as participé pour la réalisation de l'affiche du Free Comic Book Day, qui est donc cette illustration-là. Et en remportant le concours Jeunes Talents Paris Comic Con l'année dernière, un des lots attribués aux vainqueurs était la réalisation d'une couverture pour un futur magazine de chez Panini Comics. Donc il est normalement prévu qu'on retrouve un travail de Nico sur un magazine Panini d'ici initialement fin d'année, ouais. Mais voilà. On dit que c'était prévu pour octobre. Initialement c'est prévu pour octobre, donc Alors, là par exemple, j'ai essayé de retravailler un petit peu les lumières pour histoire de donner une ambiance. Si à un moment donné vous avez envie de changer quelque chose, vous me le dites. Hein. Une question. Vas-y. C'est où ton chargeur? Mon chargeur De téléphone. Parce qu'on est en live Instagram. alors j'ai. Il va être juste là. J'ai juste besoin du câble. Alors quand tu disais rajouter de la lumière, est-ce que tu peux détailler un petit peu? On voit que tu as rajouté du plus clair sur le violet à certains endroits. Comment est-ce que tu sais, comment est-ce que tu fais pour placer justement ce rajout de lumière au bon endroit? Alors en fait là il n'y a pas de secret, c'est tout simplement qu'il faut étudier l'anatomie humaine. C'est un petit peu relou. Donc tu es en train de dire que pour pouvoir dessiner il faut étudier? Ah c'est relou, hein. Non en fait il faut tout simplement savoir, c'est comme quand on dessine une bille par exemple. Hop. Si alors que... Voilà une bille. C'est un cercle, machin. Donc une bille c'est en volume. Donc s'il y a de la lumière qui vient d'ici, hop, ça va tout simplement être plus clair ici, en dégradé, jusqu'à ce que ce soit sombre là, et ça donne le volume. Bah, pour les muscles c'est pareil, il faut imaginer que tous les muscles c'est une sorte de bille, et en fait chaque muscle a l'endroit où tape la lumière et l'endroit où il y a l'ombre. Donc en fait là ce que j'ai fait, c'est que je supprime déjà ce calque. C'est que vous avez vu que tout à l'heure, en fonction de ce qu'on a fait, on avait un rose ici et du bleu là, donc je me suis dit que autant en profiter et se servir de ça comme base de lumière. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai imaginé que le jaune, c'est la lumière qui vient du fond, et la lumière qui vient du côté, donc elle va s'incruster un petit peu sur le personnage pour donner du volume. Et là on va rester sur des teintes de rose, on a dit de rose. Et il est beau ton rose? Ouais. Donc si j'ai bien écouté, ah non c'est bon, je suis pas sur le bon calque. Si j'ai bien écouté et bien suivi, par rapport à notre illustration, la lumière vient du coin supérieur droit. Ouais, elle viendrait de là. Son épaule, voilà, et dans ce sens-là. Et donc du coup c'est pour ça qu'on a la partie de l'épaule qui est plus claire, et la répercussion se fait au niveau du reste du dessin, à certains endroits par rapport au volume, etc. C'est ça. Alors, est-ce que vous voulez qu'on rajoute une autre lumière? Peut-être une petite lumière bleue, ou alors une rouge, ou quelque chose. Une petite lumière en plus? Ah oui, bien sûr. Bleu. Ouais. Je vais tester de toute façon. Comment? J'aurais dit rouge. Rouge? Pour changer. Le bleu, il y en a déjà plein. Alors on part sur une petite lumière rouge. Et comme tu as dit Nico, de toute façon, si on se rend compte au moment où tu le fais que non, en fait ça va pas, on pourra ou changer ou faire machine arrière. C'est ça. Alors où est-ce que vous voulez qu'on la mette? Est-ce qu'on la met vers le bas? Est-ce qu'on la met vers ici? Vers là? Ou est-ce qu'il viendrait plutôt des yeux là? Est-ce que vous avez des idées?
Les yeux? Les yeux, on a les yeux, ouais, on a les yeux. Les yeux, ça plaît bien. Et il est démoniaque d'un coup. Ah ouais. Ça fait peur. Ouais, d'un coup, il va te tuer. Bon, initialement, Cthulhu n'est pas super gentil. Quand j'étais le jaune, il y avait un petit côté lumineux, un petit côté Superman. Là, Superman, il a brillé, quoi. Jones qui va être jaune. Ouais, c'est ça. Et donc là, pareil, en fait, puisqu'on va s'imaginer qu'il y a de la lumière qui vient de ces yeux-là, on va éclairer ce qui est à côté. Ce qui est dans le faisceau et ce qui serait du coup illuminé par ce champ de lumière. C'est ça. Donc, deuxième lumière, deuxième calque. Ouais, et puis ça permet que si jamais... Et puis un truc qui est cool, c'est le fait d'avoir un calque. Alors je vais vous montrer, je vais essayer d'avoir l'illustration en grand comme ça. Là je l'ai mis en mode produit. Mais on peut essayer de tester d'autres calques, d'autres modes de fusion dont on n'aurait pas pensé. Parfois c'est moche. C'est moche. C'est moche. Ah, là c'est intéressant parce que ça donne de la lumière. Ouais, et le rendu est effectivement différent de... On peut continuer, hein. C'est moche. Très moche. Ah, c'est pas mal. En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas forcément vers quoi on va aller. Parfois on teste, et des fois ça marche très bien, des fois ça marche, mais alors pas du tout. Et pour ça, il y a eu une super invention qui est le CTRL-Z, C'est ça. qui permet d'annuler et de revenir en arrière. Souvent, c'est ces calques-là qui commencent à être marrants. C'est-à-dire qu'on part sur des trucs un peu chelous. Elle en dirait un alien. Ouais. C'est pas mal ça. Attends, on va juste vérifier les autres, mais souvent ils sont moins intéressants. Vu la réaction, je pense qu'effectivement on est sur un mode division assez intéressant. Ouais. On est reparti sur une lumière bleue. On a le lobby du rouge ici. Hein. Et alors qu'on a mis du rouge au départ. Ouais. Il m'a bien eu. Comment est-ce que tu gères, Nico, justement le fait, ce que disait tout à l'heure, la gestion des calques et quand est-ce qu'on crée un nouveau calque pour tel... Quand on s'en sort plus. Ok. Tout simplement. Pourquoi, en à fait, quel souvent, moment tu crées un quand nouveau on va calque faire quelque chose dont on n'est pas sûr. Ok. Là, par exemple, on n'était pas sûr d'avoir le rouge, on l'a changé. On a changé de calque. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu atténuer sur les côtés, parce que je pense que ça gagnera en subtilité. Donc là, quand tu dis atténuer, c'est effacer Ouais. ce que tu viens de faire, mais plutôt en repassant par-dessus avec un niveau d'opacité plus fin, de façon à alléger. C'est ça. En fait, là, je suis avec la gomme, et c'est comme crayon à papier, hein, on gomme. Et l'avantage, c'est qu'on a ce petit outil-là qui nous permet de gommer plus ou moins fort. Parce que si je ne l'avais pas, ça gommerait toujours de la même manière. Mais là, au moins, je peux contrôler. Et ça, c'est un des avantages de bosser avec une tablette graphique. Tu as le crayon, tu es sur du numérique, mais on peut quand même retrouver les appuis plus ou moins prononcés. Ouais, et contrairement au traditionnel, si ça ne me plaît pas, il va contrôler ça. Voilà. Et on revient comme on était avant, et ça nous a pris approximativement 2 secondes et demie. Ce que je propose, c'est qu'on tente d'avoir les yeux bien bleus là. Je sais pas ce que vous en pensez. Pas rouge. Il va falloir que tu mettes du rouge à un moment donné, Nico. Ouais, je crois, hein. parce que je sens là que... C'est quoi? Là, tu as rajouté une couleur un peu vert. Non, bleu. 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 On approche du rouge. Ok. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais créer un calque qui va permettre de travailler la teinte. Hop. Et comme ça, on peut voir si ton rouge il fonctionne. Tout en te gardant la possibilité, Ouais. comme d'hab, de faire machine arrière sans avoir d'impact et de répercussion sur le reste du travail que tu as déjà fait.
Et en cliquant sur Alt, ça vous permet tout simplement de faire en sorte que soit ça s'applique à l'ensemble. Hop. Allez, c'est plus classe. Ouais, c'est ça. Et si je clique sur Alt, ça s'applique qu'aux yeux. Qu'au calque que j'ai fait dernièrement. Okay. Donc c'est quand même pratique. Ça fait une petite différence. C'est pareil, ça permet aussi à ce moment-là de tester des choses et d'avoir parfois des bonnes surprises ou des mauvaises sur une idée de base et la façon dont on finit de l'exploiter. Alors, quelle couleur vous tente le plus? Rouge. Bon, qui vote pour le rouge? Ah oui. On est pas mal pour le rouge, on est pas mal pour le rouge. J'aurais dit bleu. Savoir. Orange. Là, par exemple, c'est les... Est-ce que du métier de temps en temps ça fonctionne moins? C'est un beau rouge. Donc ce qu'on va faire là maintenant, on va rajouter un peu de lumière sur ces... C'est le color dodge style, comme on dit. Color. Alors la musique est autonome, hein. Elle est grande, voilà. Des fois elle se met, après elle s'arrête, elle fait sa vie. Voilà. Là ce que tu rajoutes en fait, l'idée c'est de faire une sorte de halo de lumière un peu. Ça pour lui donner un peu d'éclat dans le regard. Je pense que ça marche mieux avec les premiers. Ça permet d'apporter de la lumière. Ensuite, on va aller vraiment à l'intérieur. Je vais couper la musique parce que... Sa propre conscience. C'est ça. Un gros paquet de bois, parce que t'en utilises combien en tout? 3. Nouvellement, ouais, voilà, c'est ça. Peut-être au fur et à mesure, peut-être on a une qui t'intéresse. Ouais, Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les packs de broches, ça se télécharge sur internet. Et quand on a une qui t'intéresse, t'en as 20 autres avec. Donc au final, tu te retrouves avec 30 broches que tu n'utilises pas. Ce qu'on appelle les broches, pour les néophytes dont je fais partie, c'est toutes les formes prédéfinies de pinceaux que vous aviez en haut à gauche qui permettent de choisir une forme, un appui ou un trait par défaut, voilà, plus ou moins. Par exemple, là, on a un... Voilà, là on est sur un truc un peu plus spongieux. Il y a même un peu de texture. Et on a des broches assez sympathiques. Voilà, et ça se trouve, c'est ce que disait Nico, ça se trouve sur internet, mais rarement à l'unité. En général, ce sont des packs avec quantité. Et sur la quantité, c'est bien si vous en trouvez une qui vous sert, puisque bien évidemment, en général, quand on cherche une broche, c'est pour une utilisation bien spécifique, et le reste, bien habiller votre Photoshop, mais vous vous en servirez très peu, voire jamais. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un peu de lumière aux yeux. On va éviter de prendre ce brush-là. On va aller plus proche. Là, c'est le moment de zoomer. Donc on a deux paramètres en haut de la broche qui sont l'épaisseur et la dureté. L'épaisseur, vous l'avez peut-être vu et compris, c'est le diamètre en fait de réalisation du pinceau. Donc là on est sur quelque chose de très fin et très petit. Et la dureté, c'est l'appui plus ou moins prononcé du trait. Est-ce que tu aurais des conseils, Nico, pour si on a parmi nous des artistes en herbe ou des gens qui, en te voyant le faire, se diraient mais ça a l'air trop bien, moi aussi j'ai envie de le faire. Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Est-ce que c'est
voilà, il faut des prérequis. Mais en fait, c'est-à-dire que savoir travailler à la tablette en digital ou en traditionnel, c'est exactement la même chose, c'est les mêmes principes. Ensuite, c'est juste la technique qui change. C'est comme quand on travaille au crayon de bois, c'est comme quand on travaille au feutre, à la peinture, au crayon à pastel. C'est des techniques différentes, il faut le temps de l'apprendre, etc. Et en fait, c'est juste une autre technique à ajouter. Donc en fait, le dessin digital, c'est pas plus compliqué que le dessin à la peinture, le dessin à l'encre de Chine ou au crayon, c'est juste une autre technique qu'il faut apprendre. J'aurais une question sur le cursus scolaire. Alors, on a une question sur ton cursus scolaire, Nico. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est un lycée art appliqué. Donc en fait, c'est un bac général seulement. Au lieu d'avoir plus de matières scientifiques avec un bac S, plus de matières littéraires avec un bac L, j'avais plus de matières artistiques. Et ensuite, j'ai fait une école de cinéma d'animation. Donc c'est pour le dessin animé. Et en fait, ça, c'était super parce que j'ai appris à faire du concept art. Donc c'est des décors pour des films, des jeux vidéo, des dessins animés. Et on apprend à travailler la lumière et les ambiances plus que le dessin. Et donc, directement, on va se dire oh, je vais faire un œil, il va être hyper bien. Et on passe 5 heures à faire un œil, il est très beau. Alors que là, on va plus faire un personnage dans un décor et travailler la lumière. Et il va y avoir l'ambiance générale. Pour moi qui veux faire du comics, c'est génial parce que ça permet de travailler vraiment la case de BD. Non plus seulement comme un amas de détails, mais comme une pièce d'ensemble. Comme si c'était une image de film. Et les écoles se trouvent dans le coin? Parce qu'on a des bonnes écoles par chez nous. Moi je sais que j'ai fait ça à Bordeaux, à l'ECV. Et sinon tu peux en trouver un peu partout. Et pour justement le bac art appliqué, c'est ça? Alors ouais, le bac art appliqué, je sais qu'il y en a à Bordeaux. Moi je l'ai fait ça à Nantes, parce que je suis nantais à la base. C'est pas grave. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est pas grave, Nico, t'inquiète pas. Regarde, t'es venu faire l'école à Bordeaux après. Donc, quand je me fais insulter, tu vois. Ah là là. Et donc il y en a une à... Ouais, il y en a à Bordeaux, je sais qu'il y en a à Bordeaux, par contre je serais incapable de dire les écoles. Magendie, je crois. Comment que Magendie, ouais, c'est pas impossible effectivement que le lycée Magendie propose une option sur un bac art appliqué, ouais. Il y a dans Larsan aussi. Et même dans le Larsan. Je ne savais même pas que ça existait. Franchement c'est super, on apprend, c'est surtout orienté design. Genre design d'objets, design d'architecture, etc. Mais ça permet d'avoir surtout une démarche. Par exemple, ça permet quand on crée un décor ou un personnage, de pas s'arrêter au premier personnage qu'on fait. En fait, l'idée, c'est qu'on va pas avoir l'idée de génie. C'est la bonne idée, elle vient parce que tu as eu 100 mauvaises idées derrière. Et en fait, c'est en analysant les mauvaises idées, en me disant ah tiens, il faudrait peut-être un peu plus de ça, il faudrait un peu plus de ça. Ah tiens, je vais mixer telle idée avec telle idée, telle idée, telle idée. Et au bout d'un moment, au bout d'1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures de test, bah, tu arrives à quelque chose qui est intéressant. C'est cette démarche-là, plus qu'on apprend à appliquer, plutôt qu'une matière en général. C'est plus un process qui sert après partout. Un peu de technique pure et dure ou finalement, oui, comme tu dis, c'est vraiment plus axé sur le process et sur les. Bah, il y a la technique, il y a les exercices, comme quand tu fais des mathématiques. Tu apprends le Pythagore, tu apprends Thalès, tu apprends à faire des divisions, tu apprends machin. Et bah là c'est pareil, tu apprends à faire du dessin, tu apprends à faire de la perspective, mais c'est des exercices, c'est pas une fin en soi. Après, il faut savoir les utiliser dans des problèmes. Il faut savoir les utiliser pour créer par exemple un meuble si on veut créer des meubles, savoir les utiliser pour faire une illustration si on veut être illustrateur. Niveau travail à la maison, t'en étais où quand t'étais à l'ECV? T'étais à combien de temps par jour finalement? Parce que c'est un métier de passion, donc tu passes combien de temps par jour à t'entraîner? J'avais à peu près 25 heures de cours à l'école et j'étais à peu près à entre 50 et 100 heures à la maison. Donc 25 heures de cours semaine par jour. Par jour 25 heures jour, par jour de cours et 50-100 heures de travail. Ouais, hebdo aussi par semaine. Bon, en soi, j'arrivais à 18h chez moi, je bouffais un petit peu et jusqu'à 3-4 heures du matin, j'étais de mon grenier en train de dessiner. Et t'as fait les 5 ans? Ouais. Wow. T'es fatigué à la fin. Bah t'es fatigué, mais après c'est comme quand tu fais ce que tu kiffes en fait. Ouais, c'est bien. Il y a une notion d'implication et de plaisir, voilà, ouais. C'est typiquement pas du tout le genre de cursus et de parcours dans lequel tu vas Faut pas faire ça en mode bon j'avais rien à faire, j'ai dessiné.
Ouais, c'est ça. C'est Oui, ou tu peux pas faire ça non plus en disant de toute façon, j'ai pas le choix, faut que je dessine. Quoi. c'est ça. Parce que ça marche pas non plus. C'est rigolo parce que tu fais plus d'animation, tu fais que du comics maintenant. Si, je fais encore un peu Tu d'animation. fais encore l'anime. Mais après, en fait, c'est parce que c'est devenu un truc que je kiffe. Ouais, voilà. C'est aussi l'idée que je pensais pas forcément aimer ça. Mhm. Et puis j'ai découvert ça et en fait c'est trop bien parce que c'est comme l'idée ensuite c'est de reprendre ce qu'on dessine et voir comment ça ferait animer. Ouais. Et réussir, après moi c'est plus de l'animation 3D et voir comment réussir à retrouver ce dessin encre de Chine, ce dessin traditionnel avec un rendu 3D. Enfin bref, c'est intéressant à essayer de mixer, etc. Et c'est toujours un plaisir de voir ce personnage bouger. Et justement, les personnages, c'est de la pure création où il y a... Par exemple, Patrick Sobral, il s'est servi des personnages de Cat Size, des Chevaliers du Zodiaque pour créer ses personnages. Est-ce que vous, c'est de la pure invention qui sort de nulle part ou c'est un mélange de plusieurs personnages qui crée votre personnage? Bah, ça dépend à chaque fois des choses. Par exemple, quand je vais dessiner une illustration sur Batman, je vais pas inventer Batman. Par contre, ce qui est intéressant, c'est toujours de se le réapproprier. Chaque dessinateur va se réapproprier son Batman. Et tel dessinateur, tu lui demandes Batman, et tel autre, tu lui dessines Batman. En fait, ça va pas être le même. Parce que chacun a une manière de voir le personnage de manière différente. Certains vont lui faire des bras énormes, d'autres un costume en lycra, et d'autres une armure. C'est ça qui est intéressant. Là, par exemple, celui-là, c'était une illustration pour ce qui s'appelle le Free Comic Book Day. Et j'ai voulu faire un mix de deux personnages que j'adore, qui est Cthulhu et Iron Man. Parce que pour moi, ça symbolise deux comics différents, deux styles de comics différents. Le style un peu plus indépendant, grungy, un peu plus sale, qui est Cthulhu, et le truc super héroïque avec Iron Man. Et en fait, c'est l'idée de faire un mix entre les deux. Vous avez donc sous les yeux Iron Cthulhu. Iron Cthulhu. Et ça, c'est un concept qui se fait beaucoup, ce qui s'appelle le mash-up. Justement, tout un système de prendre, voilà, comme tu dis, deux personnages. Alors c'est effectivement encore plus parlant quand il y a une signification derrière, et d'en faire une version unique, qui quelque part a une nouvelle. Parce que des Iron Cthulhu, je n'en avais pas vu jusqu'à maintenant. Je ne sais pas du coup s'il protège ou s'il attaque, mais... Il protège ce qui attaque. D'accord. C'est un truc qu'il ne sait pas choisir. Voilà. C'est, Ça dépend. Ouais, les petites touches de détail que tu apportes, elles ont... Bah, ça permet en fait de rectifier parce que depuis le début on travaille en très grand. Et donc quand tu regardes en détail, là par exemple, c'est pas très beau, c'est pas fin, c'est pas... Il n'y a pas un parti pris. Alors que là au moins, on fait un parti qui est assumé, la lumière, elle vient taper ici. Donc c'est comme quand on prend une photo au soleil, parfois on a une partie du visage qui est blanc parce que la lumière du soleil tape dessus. Bah, là c'est la même chose. Ça permet aussi de bien montrer où tape la lumière. Ça permet aussi, par exemple, là, de bien retravailler les volumes. En éclaircissant ou en appuyant, comme ça, plus ou moins tel endroit. C'est ça. Et du coup, tout à l'heure, tu parlais de... Tu as fait ton école, là, mais c'est un matin, tu es arrivé, tu as dit tiens, je vais dessiner, et puis je suis super fort, c'est génial. Ou est-ce que tu fais ça depuis tout petit, tu as fait des ateliers, tu as commencé depuis tu as 3 ans et tu n'as jamais arrêté En fait, j'ai commencé en 5e vraiment. Avant, je n'aimais pas le dessin. Comme quoi. Et en fait, on avait un sujet d'art plastique. Et comme les sujets d'art plastique, c'est un peu relou, etc., qu'on a surtout envie de s'amuser avec ses potes à l'école. C'était un sujet de BD, il fallait faire 3-4 cases de BD. Donc je me suis dit, vas-y, je les fais en 5 minutes, c'est plié, et puis c'est bon. À la fin du cours, je viens voir le prof, ça y est, j'ai fini. Le mec, il me regarde, il fait, ouais, mais t'as 3 semaines pour le finir. Je dis, oh merde. Bon, bah, je vais faire un préquel. Et en fait, pendant les 3 semaines, je me suis amusé un peu tous les soirs à faire une case de BD, une case de BD, une case de BD. Et à la fin des 3 semaines, je me suis rendu compte que j'avais surkiffé ça. Et surtout que j'avais rendu plus de planches que les autres parce que à la base j'étais un peu un branleur, je voulais juste finir le taf. Donc j'ai eu une bonne note et ça m'a un peu chauffé, tu vois.
Donc je me suis dit, allez, je vais prendre le personnage et je vais en faire une vraie BD. T'avais mes potes qui étaient, ouais, vas-y, ça va être cool. Donc je dessinais comme un pied. Hein, j'avais pas dessiné les oreilles, j'avais pas dessiné les cheveux. Donc le mec s'appelait le chauve. Et il avait pas d'oreilles. Facilité scénaristique déjà. C'est ça. Et en fait, du coup, à partir de ce moment-là, j'avais du 13 et du Largo Winch chez moi. Et en fait, j'ai commencé à recopier les dessins des Largo Winch. J'ai pris la tête de Largo Winch, je l'ai mis chauve, je lui ai coupé les oreilles. Et j'ai fait une BD de 40 pages comme ça en un an. Donc en fait, tous les soirs, je faisais pendant 3 heures, etc. Et au bout d'un moment, j'ai commencé vraiment à surkiffer ça. Et mon père s'inquiétait, il fait merde, il va devenir un artiste, je suis fini. Et donc j'ai commencé à m'amuser comme ça. Et puis au fur et à mesure, tu as mon prof d'art plastique qui est venu me voir et qui me dit, tu connais la filière art appliqué? Je fais non. Bah, c'est un lycée où tu as les matières générales, mais tu peux aussi dessiner, ça existe. C'est trop bien. Et donc à partir de là, j'ai postulé, j'ai été accepté, et puis c'est parti comme ça. Au début, je flippais, je me disais, ouais, mais je suis pas sûr que le dessin va me plaire autant pendant autant de temps, quoi. Parce que le lycée art appliqué, c'est quand même 6 à 9 heures de dessin par semaine, donc j'étais pas sûr d'aimer ça. Et puis finalement, il m'a fallu de le faire. Donc voilà. Tu t'es pris au jeu. C'est ça. Puis après, c'est comme tout, on découvre des nouvelles matières dans ce qu'on aime. À la base, j'étais surtout franco-belge. Et puis ensuite, j'ai vu les films Marvel. Donc j'ai commencé à lire des comics. Et à partir de là, ça a vraiment été les comics. Parce que je suis tombé amoureux du style graphique des comics, qui est un petit peu différent. Et donc comme toujours, on remarque que le plus long, ce sont les finitions. C'est ça. C'est le moment où tu essaies de rattraper tout ce que tu as fait. Jusqu'à ce moment-là, tu peux faire à peu près n'importe quoi, et puis après, plus tu as fait n'importe quoi, plus c'est long à rattraper. Et en fait, le passage de l'encre de Chine à Photoshop, c'est scanné? Ouais, scanné. Parce que tu scannes, ouais, donc tu scannes les originaux ancrés. Et puis ensuite, je retouche un petit peu. Par exemple, en règle générale, tu peux le voir dans le book qui se balade un petit peu. Par exemple, je vais faire beaucoup de tâches et puis d'un coup, il va y avoir un gros truc sur l'écran. Par exemple, ici, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du blanc sur Photoshop. Je vais en fait retravailler pour cleaner, tout simplement. Bon, il y a des choses qui me plaisent pas. Le doigt est un petit peu trop grand, alors je vais le rétrécir sur Photoshop. Des choses que je peux pas faire sur papier en fait. Ouais. Mais en règle générale, je garde ce que j'ai vraiment de fait. C'est comme ça qu'ils bossent dans les comics. Le mec, la personne qui va faire le dessin, son ancrage, après elle scanne tout et elle envoie au coloriste ou, Alors ça dépend, il y a plusieurs écoles. Il y a des mecs qui sont comme Libermero qui font presque tout eux-mêmes sauf la couleur. T'en as qui font vraiment tout de A à Z jusqu'à la couleur, mais ils sont extrêmement rares. Et puis sinon, le schéma le plus classique, c'est il y a un gars qui s'occupe du crayonné, donc c'est au crayon de bois. Ensuite, il envoie ça à un encreur qui lui fait juste l'encre. Et ensuite, il envoie ça à un coloriste qui lui fait juste la couleur. Donc en fait, pour avoir une illustration de A à Z, il faut 3 personnes. Le mec qui fait crayonner, il n'a aucun droit de regard sur le reste. Si, après il communique, etc. Tu vois. Si, ouais, en règle générale. Et c'était d'ailleurs un truc qui était hyper intéressant parce qu'ils avaient fait l'expérience il y a quelques années de ça. Ils avaient pris un dessin crayonné d'un artiste, le même, et ils l'avaient filé à 13 encreurs différents. Et au final, on avait 13 résultats, mais vraiment différents. C'est pas du tout le même dessin. Et on voit vraiment l'importance de l'ancrage sur un dessin crayonné. Ça permet de rattraper éventuellement quelques erreurs, de masquer certains trucs, de mettre en avant d'autres. Et pareil pour la couleur, on va avoir un dessin ancré, le résultat en couleur va apporter autre chose, une autre vision, et c'est hyper intéressant. C'est ça. Et on en revient effectivement au procédé, au système de rouage de l'industrie du comics, qui fait que de diviser par 3, c'est un gain de temps. Parce que du coup, la personne, une fois qu'elle a fini son crayonné, elle peut entamer le crayonné du numéro suivant, pendant que les premiers partent à l'ancrage, etc., etc. Mais ça implique aussi un respect des deadlines ultra stricts, parce que si vous êtes encreur, vous avez récupéré les crayonnés au bon moment, vous ne pouvez pas mettre en retard le coloriste, parce que sinon derrière ça répercute sur tout le reste de la chaîne, et c'est à double tranchant, mais c'est un procédé qui fonctionne très bien.
Parce qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que chaque coloriste va donc avoir sa propre manière de faire. Par exemple, je vais essayer de montrer ça comme ça, histoire de... Parce qu'on a plein de couleurs, donc ça peut péter les yeux. Hop. Un truc tout con, c'est par exemple... Donc on a notre bille, je vais prendre du noir. Parce que du rose sur du gris, bizarrement, ça se remarque pas. Par exemple, si vous avez une ombre qui est ici, là, il y a des encreurs qui vont faire l'ombre comme ça. Et ensuite, ils vont revenir. Hop. Il y en a d'autres. Vous lui donnez ça, il va juste faire du noir. Il y en a d'autres, ils vont faire carrément des hachures. Et il y a des barges qui font des points, mais là je le ferai pas. Mais en fait, ça permet de donner des illustrations complètement différentes. Et je sais que moi, par exemple, j'étais en train de regarder le travail d'un artiste, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, en regardant ce que les autres bouquins qu'il avait fait, que c'est pas le dessinateur que j'adorais, mais c'était l'encreur. Parce que c'était sa manière d'ancrer. En fait, il arrivait à redonner plein de détails au dessin, rien qu'à sa manière d'ancrer. Alors qu'en fait, quand je regardais les autres dessins du dessinateur, c'était hyper simple. Mais c'était pas forcément très captivant. Donc encreur est un vrai métier aussi, à part. C'est ça. Métier de l'ombre. C'est un des métiers de l'ombre, ouais, effectivement. Toi, tu aurais une préférence pour faire quoi? Faire le crayonné ou faire l'ancrage? Ou la couleur? Moi, j'aurais une préférence pour faire tout. Tout faire. Et, ouais, c'est ça. Mais à choisir dessin et ancrage. Parce qu'en fait, la manière dont je travaille, je vais pas forcément faire un crayonné hallucinant. Je vais faire juste quelques parties. Je vais faire à la limite les contours. Je vais dire, bon, il va y avoir une ombre là, je fais 3 traits. Ensuite, je sais ce que je vais faire moi à l'encre. Donc c'est plus là que je vais m'éclater que là je vais prendre du plaisir. Donc une partie de travail à déléguer, ce serait plus la colorisation plutôt que l'ancrage. Ouais. Ok. Là, ce que je vais faire, c'est des rayons de soleil. Alors pareil, j'ai une question sur justement les rayons du soleil. Est-ce que ça sert aussi l'illustration du personnage en tant qu'indication visuelle et du coup ça renforce un peu plus ta gestion des ombres et tes choix? Ou est-ce que c'est, entre guillemets, juste pour faire joli? Alors, il y a plusieurs réponses. Ah. La première, c'est parce que c'est un gimmick et j'aime bien. Ok. La seconde, c'est que ça permet de montrer d'où vient la lumière. Et il y a une troisième option, raison, c'est que là, j'utilise, mine de rien, une forme qui dirige vers le personnage. C'est-à-dire que là, il y a une forme pointue vers le Cthulhu. Et en fait, ça permet aussi d'amener le regard. Ça permet de focaliser le regard, mine de rien, ici, vers cet endroit, vers la tête. Et c'est ça qui m'intéresse moi. Moi, je veux que le plus rapidement possible, le spectateur aille vers cet endroit. Bon, là, c'est assez simple, parce qu'en soi, l'illustration, on a déjà fait en sorte, tous ensemble, une illustration qui amène vers le regard, grâce à l'utilisation du rouge. Merci pour le rouge. Mais dans les illustrations plus, on va dire, plus foisonnantes en détail, le fait d'avoir ce genre de choses, ça permet de centrer le regard et d'amener le regard. En fait, c'est une bulle non indicative. C'est ça. Et d'autant que là, en plus, comme tu disais, on est sur un traitement d'illustration et de colorisation qui est différent, puisqu'on n'est pas sur une page, mais plus sur ce qui pourrait être une couverture. Donc la composition et donc du coup le traitement de la couleur et de la mise en avant et de l'ombrage est différent que si on était sur une page divisée en cases où on aurait autre chose. C'est ça. Souvent en cases, on a un décor surtout. Et en fait, en décor, il faut savoir, si on fait une forêt par exemple, une très grande forêt, on s'éclate sur la forêt, etc. et qu'on a un personnage qui se bat à l'intérieur, il faut, mine de rien, amener le regard vers ce personnage-là. Donc on utilise souvent des gimmicks comme ça peut être là, c'est des rayons, mais ça peut être des branches d'arbres. Et en fait, les branches d'arbres, hyper foisonnant, etc., mais les branches, elles vont vers les personnages pour amener le regard vers eux. Donc on a assez rarement de remplissage dans les grandes cases, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est très souvent inconsciemment de l'indication visuelle pour amener
le regard du lecteur à un point bien précis que le dessinateur veut mettre en avant à ce moment-là. Bon, je vous propose qu'on tente un truc, histoire de recentrer un petit peu là. Hop. On va voir si ça va fonctionner, peut-être que ça va pas marcher. On fait une folie? Allez, on est fou. Hop, de ramener un petit peu de violet comme ça. On tire sur le rouge là. Hein. Comme on disait, tout ne va pas forcément fonctionner. Hein. C'est différent. Finalement, il n'y a pas forcément besoin. Vous en pensez quoi? On garde ou on enlève? Là, comme ça, non. Ouais, bon, comme ça, c'est... Sur le premier, c'était pas trop même. Ouais. C'est vrai. Le premier, il est peut-être un peu violent, mais il marche très bien. Là, ils sont peut-être un peu trop... Alors, est-ce que si sur un mode d'incrustation comme ça, on peut jouer aussi sur l'opacité de ce mode? Ouais. Ça influe ou... Là, il n'y en a pas. Ouais. Là, on est à 20% par exemple. Mais ça peut peut-être être intéressant, on va voir. Voir en bas. Vous en pensez quoi? Là, c'est bien. Ouais. Ça me semble validé. Allez. Bon, bah donc, le gros dégradé au final a été conservé juste en bas à gauche avec la compo. Ça permet aussi de recentrer là. C'est-à-dire que là, c'est pas forcément intéressant parce qu'il se passe rien. Donc en fait, on va atténuer les contrastes entre le bleu ici, enfin le bleu-violet ici et le jaune pour éteindre un peu tout ça. Et histoire de recentrer encore une fois vers le visage. Là, ce que je propose, c'est qu'on tente un truc. Voir si on ne peut pas avoir plus de contraste ici. Alors, comment rajouter le contraste? On va tout simplement éclaircir cette partie. On reste dans la même gamme de couleurs mais plus claires. Ouais. En fait, après, l'idée, c'est d'y aller au fur et à mesure de plus en plus subtil. On va commencer par quelque chose de très large et global pour resserrer au fur et à mesure. C'est ça. Proposé ce dessin et tout ça au FCBD, quoi. Ouais. Il y a eu des allers-retours avec l'équipe ou ils ont accepté ton choix tout de suite? En gros, ça marche comment les process? Alors là, c'était très cool. Ils m'ont dit tu fais ce que tu veux, il faut juste que le personnage ne soit pas un personnage qui appartient à Marvel, à DC, etc. Parce qu'après on va avoir des problèmes. Donc j'ai proposé ça, ils ont trouvé ça cool. Ils m'ont juste demandé ensuite pour l'affiche de lui rajouter un comics ici. En mode je viens de faire mon shopping et puis c'est tout. Et donc j'aurais d'abord fait la version noir et blanc
et ensuite je leur envoie la couleur. Alors voilà ce que ça donne un petit peu. Pour moi, ça permet de ramener la lumière. Vous en pensez quoi? On garde ou on enlève? On garde ou on enlève? On garde. On garde? On garde. Allez, on garde. Allez, c'est bon. Et bah ça va être pas mal ça. On va juste essayer de gérer un peu mieux ce qu'il y a ici. Alors pour détailler un peu plus par rapport au Free Comic Book Day, l'affiche que tu as réalisée est donc pour l'événement le Free Comic Book Day France, qui est initialement, comme son nom l'indique, un événement américain, qui est dont le but est de promouvoir le comics par le biais d'une journée dédiée où dans les librairies participantes à l'opération, vous avez la possibilité de vous rendre et de récupérer des comics gratuits, édités spécialement pour l'occasion, qui sont soit des aperçus de séries ou alors des numéros inédits et dédiés. Et depuis maintenant quelques années, 5 ans de mémoire, c'est en France, également par le biais d'une association française qui a ramené cet événement et qui l'a instauré petit à petit. Cette année, on était donc à la 5e édition et on avait plus de 300 librairies qui ont participé. Et la majorité des éditeurs français se sont joints à l'opération pour participer en proposant de la même façon des fascicules gratuits envoyés aux librairies participantes. Et c'est souvent l'occasion pour les librairies d'organiser une journée festive avec des événements, des concours, des loteries, des tombolas, etc. Et c'est un moyen de mettre en avant la culture comics en France. Par cet événement-là, l'association est uniquement rattachée aux États-Unis par le nom et par l'événement. C'est pour ça que quand Nico a été contacté pour faire l'affiche, on lui a demandé de ne pas faire de personnages Marvel ou DC parce que c'est détaché des maisons d'édition américaines et qu'il y aurait eu effectivement la question de droit qui se pose, puisque ces personnages sont des propriétés des éditeurs américains, donc ça aurait été compliqué à gérer, d'autant que c'est une asso qui organise tout ça de façon bénévole. Et c'est un travail titanesque. Et ça se passe quand dans l'année? C'est le premier samedi du mois de mai. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Pas de questions. Moi j'en ai une. Ouais. Quand tu as fait la... Bonjour Jérémy. Quand tu as fait la Comic Con à Paris, tu as rencontré Brian Michael Bendis, qui est un grand scénariste dans le milieu de l'industrie comics. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme conseil? Parce que toi tu veux continuer dans le comics. Est-ce qu'il t'a donné des conseils En gros, je lui ai montré mon book à la fin et il m'a dit comment l'orienter encore plus pour avoir plus de succès auprès des éditeurs, etc. Et en fait, il m'a dit tout simplement de faire des planches avec des choses plus variées. Par exemple, là, j'avais pas de dinosaures, fais des dinosaures. J'ai pas de voitures, fais des voitures. J'ai pas de mains, fais beaucoup de plans avec des mains. En fait, il faut montrer qu'on peut absolument tout faire. En fait, l'idée, c'est de montrer que t'es hétéroclite et tu sais faire autre chose que des mecs en costume moulant. C'est ça, ouais, je sais que c'était un truc que tu nous avais dit, c'était que ce qui revient souvent et ce qui est un des conseils de façon assez paradoxale au final donné par les scénaristes de l'industrie, c'est que les mecs ont tendance à dire montre que tu sais faire autre chose que juste un perso super-héros dont on peut trouver pléthore sur internet. L'idée c'est aussi de se démarquer en montrant que oui, on sait le faire, mais pas que. On peut aussi faire, voilà, comme tu disais, des décors, des voitures, des dinos, des choses très détaillées comme des mains, pour avoir eu l'occasion de discuter avec Nico et aussi Timo. En termes d'anatomie, les mains, c'est un véritable enfer, c'est le cauchemar des dessinateurs de dessiner des mains, parce que anatomiquement c'est très compliqué, parce que c'est très détaillé et à la fois tout petit. Et voilà, savoir montrer qu'on sait dessiner des choses comme ça, c'est un vrai atout, et c'est quelque chose qui peut faire la différence au niveau d'un book et de la présentation. C'est le truc clairement à mettre en valeur. Plus que je sais dessiner Spider-Man, je sais dessiner Superman, c'est bien mais ça suffit pas. J'essaie de retrouver le truc parce que Internet n'est pas très coopératif. Ouais, c'est ça. Si vous êtes... Non, vous êtes seul sur ce coup-là. Ça me permet de voir que tu as un ordinateur extrêmement bien structuré au niveau de tes fichiers. Tout est bien rangé, bien ordonné. Voilà. Donc comme quoi on est plutôt proche de ce que j'avais fait. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre côte à côte du coup les deux Ouais.
Alors il n'y a pas eu d'indication, on voulait justement, l'idée c'était de voir vers quoi on irait. Et en fin de compte, eh ben, on est plutôt proche. On est plutôt proche. On est comme sur du jeu. Ouais, c'est ça. Et on n'a pas de bleu sur les tentacules. Bon bah bravo à vous. Bravo. Vous avez bien bossé. Vous avez bien bossé. Bon bah voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas. Très bien. C'était très cool, merci. C'était très cool. Puis voilà, du coup, on peut te retrouver sur YouTube, les sites lescomics.fr. Lescomics.fr et sur tu as sur Instagram, voilà, Instagram qui est Art of Nico, A-R-T-O-F, N-I-K-H-O. N-I-K-H-O, et puis voilà. Il y a également un truc, si vous avez envie de soutenir le travail de Nicolas, et qui est Nico, vous pouvez le suivre sur un réseau social qui s'appelle ArtStation, si je ne m'abuse. C'est ça. Qui est un... Voilà, qui maintenant s'ouvre une fois qu'on a montré le dessin, parce qu'évidemment c'est pas... Mais c'est bien, comme ça permet de montrer. C'est ça, qui est un petit peu tout ce que je fais, et contrairement par exemple, à Facebook, à Instagram, etc., là les images ne sont pas compressées. C'est-à-dire qu'on peut vraiment zoomer dedans, etc. Et il y a des choses que je ne montre pas dans sur Instagram, sur Facebook, donc qui est plus des recherches de travail. J'ai fait l'erreur de cliquer sur une nouvelle page. Problème. Ouais. Et c'est aussi un site qui du coup est défini par le milieu pro. Surtout pour les professionnels. Voilà. Et donc en fait il y a des travaux d'énormes concept artistes, d'illustrateurs, de designers. Et c'est un vivier de création complètement hallucinant. C'est-à-dire que si vous voulez en prendre plein les yeux, passez 10 minutes sur ça, et au bout d'1 heure, vous vous rendrez compte qu'il s'est passé 1 heure. Donc voilà un peu ce que je fais. Donc voilà. Merci beaucoup Nico.